On ne va pas quitter l'espace, on va rester dans l'environnement spatial, mais on va changer d'angle d'attaque. On va quitter l'écologie spatiale pour le droit de l'espace, avec Félix Lebatteur, qui est doctorant au centre Michel de l'Hospital, et qui va donc nous parler lui aussi d'espace. De nombreux acteurs s'intéressent à l'espace. Aujourd'hui, ça on le sait bien, on pense à Elon Musk qui a son rêve martien, des États, des entreprises privées, et il s'agit bien de réguler les activités de tous ces acteurs. Donc Félix travaille sur le développement du droit dans l'espace extra-atmosphérique à l'heure des enjeux privés de notre siècle. Félix, on t'écoute. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci pour ces interventions qui ont eu juste avant. Ça m'a rendu humble et à plus d'un titre. Tout d'abord, sur ma maîtrise des mathématiques de la science, des sciences dures en règle générale, sur ma capacité à entretenir mes plantes chez moi, ou encore sur la réalisation de PowerPoint, car vous allez voir, le mien est nettement moins bien fait. Voilà. Alors, je sais que il est tard, vous commencez peut-être à plisser les yeux, à commencer à avoir un petit peu faim. Mais je vais tâcher de vous réveiller un petit peu et d'essayer de vous mettre une problématique en tête. Une problématique qui est la suivante. Je vais essayer de maîtriser l'art de la technologie. Mesdames et messieurs, questionnez-vous. Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait coulé une dalle de béton sur la Lune? Et ça marche pas. Je voulais faire voiler une super transition. Voilà. Alors, bien évidemment, cette question que je vous pose, cette réflexion, eh bien, doit amener à vous poser d'autres problématiques. Y a-t-il un droit sur la Lune? Y a-t-il un droit dans l'espace? Toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre un petit peu aujourd'hui. L'eussent-tu cru, à votre avis, qui dirait oui, qui dirait non? Levez la main, ceux qui diraient oui. Levez la main ceux qui disent non. Avis à tous les Suisses de cette assemblée qui ne sait pas. Bien. Nous allons donc essayer de simplifier cette présentation sur la problématique générale, donc comment le droit produit de cette société humaine peut-il s'adapter à un environnement sans frontières, sans souveraineté et désormais, surtout, investi par les acteurs privés. Évidemment, je pourrais passer les 20 prochaines minutes à vous parler de théorie pure du droit ou encore d'adaptation contractuelle technique concernant l'espace, mais cela ne satisferait pas du tout l'exercice qui est de la vulgarisation scientifique et surtout, vous seriez bien trop vite fatigué, ce que je comprendrais. Dès lors, classiquement, et en tant que bon juriste, je vais séparer cette présentation en deux grandes parties. Il s'agira tout d'abord de montrer comment un corpus juridique spatialis plus s'opérer, puis, dans un second temps, il s'agira d'analyser comment des mécanismes d'adaptation du droit, sous la pression des enjeux privés, se concrétisent dans cet espace international. Commençons donc avec la première grande partie qui concerne la construction d'un droit dans l'espace, avec une première sous-partie que j'ai appelée l'âge d'or du droit international de l'espace. Car oui, je réponds à votre première question, il en existe un. Déjà, tâchons de voir ce qu'est l'espace. Vous imaginez ce que c'est grossièrement l'espace? Je vais apporter un petit peu de lumière à votre interrogation. L'espace se concrétise, à 100 km d'altitude au-dessus du niveau de la mer ou des plateaux des Vaches, à votre guise. Mais cela ne résulte absolument pas d'une convention internationale, comme il est de coutume, notamment lorsqu'il s'agit de séparer des territoires, aussi bien terrestres que maritimes ou encore aériens. Cette caractérisation de l'espace à 100 km résulte d'un fait que l'on doit aux sciences dures ce soir, c'est ce critère physique qui concerne la rentrée en atmosphère, c'est-à-dire, alors là, vous m'excuserez pour tous les termes physiques, etc., que je ne maîtrise pas, mais pour tout ce qui concerne justement cette friction entre un objet qui rentre justement dans la troposphère et la mésosphère.
Et à partir de ce moment-là, quand on a une certaine friction qui s'opère, eh bien, on l'estime à peu près 100 km, ce qu'on appelait la ligne de Kármán. On continue avec un autre fait d'espèce. Contrairement à ce que l'on pensait, eh bien, le droit dans l'espace, il existe donc bel et bien, et d'ailleurs, il a une branche spécifique qui s'est développée, qu'on a appelée le droit de l'espace. Oui, mesdames et messieurs, il y a des juristes en droit de l'espace qui existent. Son origine, eh bien, remonte à la fin des années 60, début des années 70, avec les premières grandes réflexions politiques, philosophiques, juridiques, et ces dernières se développent aussi rapidement que le facteur même qui les a fait naître, c'est le développement technologique spatial. Avis à tous les amateurs de Stéphane Bern, c'est la minute secret d'histoire. Remontons dans le temps. Ce droit de l'espace émerge en pleine guerre froide, dominée par les plus grands, la Russie, les États-Unis. C'est le début de la course à l'espace, avec le lancement par la Russie de sa sonde Sputnik 1 en 1957. Le coup de sifflet est lancé, les États-Unis sont à la traîne et vont investir massivement dans des programmes spatiaux ambitieux, le plus connu, et pour utiliser celui qui a été cité tout à l'heure, le programme Apollo, avec un but unique, asséner à la Russie le coup fatal. Cadence de travail effrénée, 20 000 sociétés partenaires, 400 000 personnes mobilisées et quelques 200 à 240 milliards d'euros injectés. Alors oui, ça peut rendre jaloux certains premiers ministres actuellement. Le 21 juillet 69, la mission Apollo 11 est un succès. En plus de s'imposer comme une hégémonie ultime, les États-Unis nous offrent cette belle photo. Ça marche. En parallèle de cette Old Space, je vous précise, Old Space, ce que je qualifie d'ancien corpus juridique, c'est-à-dire tout ce droit qui s'est développé pendant les années 60-70, à l'opposition de New Space, nous en parlerons tout à l'heure, cette Old Space s'est caractérisé par un facteur qui est le suivant, c'est son rapport État-État, public-public. C'est-à-dire que c'est un droit qui s'est développé entre les États, entre deux domaines publics, un droit qu'on peut qualifier de droit international public, qui concerne donc les acteurs publics. J'insiste, vous avez vu sur le mot public, mais c'est normal, on va y revenir après. Grosso modo, je vous ai parlé d'un corpus, donc d'un corps de texte qui existe. Les plus importants, le traité de l'espace de 67, qui est la pierre angulaire vraiment des principes juridiques applicables aujourd'hui dans l'espace, notamment des temps débattus du principe de non-appropriation de l'espace, article 2, et aussi le principe de liberté d'utilisation et d'exploration de l'espace. Encore l'accord des astronautes de 68, qui assure la protection de ces derniers et leur statut. Ils sont reconnus envoyés de l'humanité, mais encore la Convention sur la responsabilité des dommages causés par les objets spatiaux de 72, la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux de 75, ou encore l'accord sur la Lune de 79, mais je ne vais pas aller plus longtemps sur cet accord-là, car il a été très peu ratifié. Le problème majeur de ces textes, tout est dans la date, leur ancienneté. Leur ancienneté, en effet, ils ont été rédigés dans un contexte de guerre froide, là où seuls les États, donc, avaient la capacité d'accéder à l'espace. Or, aujourd'hui, les acteurs privés, ont fait de l'espace un jeu de conquête d'un nouveau capital. Et cela va venir poser problème, notamment dans l'application des activités récentes et leur mise en conformité vis-à-vis du droit. Ou plutôt vis-à-vis de quel droit ? C'est alors qu'arrive la balance entre le droit international de l'espace des années 60-70, formant l'Old Space, et des législations nationales récentes au service de l'arrivée de nouveaux acteurs, courant 2010. Blue Origin, SpaceX, etc. Vous les connaissez, tous ces acteurs formant le New Space. Voilà, c'est bon. Le poids des acteurs privés en matière spatiale n'a cessé de croître au cours de ces 15 dernières années, à tel point qu'un glissement opérationnel a été opéré
Les États, par le biais de leurs agences privées, collaborent certes toujours entre elles, mais confient de plus en plus des missions à des entreprises privées, notamment la mission Crew Dragon de l'ISS pour la ravitailler, mais encore aussi les voyages sur la Lune, avec les programmes Artemis dont nous avons parlé tout à l'heure. Enfin, des projets d'acquisition de ressources dans l'espace. Et ces quelques illustrations privées traduisent l'accélération toujours plus impressionnante des investissements ultramassifs dans le domaine investissement massif qu'il faut sécuriser juridiquement. Car quand vous allez voir un investisseur, si vous n'avez aucune sécurité juridique, aucun investissement. Il faut donc sécuriser tout ça et c'est le rôle du juriste. Car toutes ces sociétés ne se contentent plus d'observer l'espace, elles le commercialisent. Lancer un satellite, c'est aujourd'hui un investissement. Produire une image satellitaire de la Terre, c'est une donnée. Et une donnée, c'est un marché. Nous l'avons dit, le corpus juridique existant de droit international est à revoir et il a été revu par de nombreuses législations internes. Quand je parle de législation interne, je parle des législations des États. Le premier, emboîtez le pas, vous vous en doutez, ce sont les États-Unis, avec le Space Resource Exploration and Utilization Act de 2015, qui autorise, entre autres, les entreprises américaines à s'approprier les ressources extraterrestres. Le Luxembourg a emboîté le pas avec sa loi sur les ressources spatiales de 2017, qui permettent à des entreprises basées au Luxembourg d'exploiter des minerais. Mais encore les Émirats arabes unis, avec leur loi spatiale de 2019, et enfin, les accords Artemis de 2020. Ainsi, penser cet horizon, ce futur de l'environnement spatial, à travers le droit, amène inéluctablement à de nouvelles considérations du fait de changements d'acteurs, des évolutions technologiques, mais aussi et surtout d'un changement d'intérêt de l'espace. Auparavant, rêve de tout gosse, il est devenu la réalité d'une économie à des possibilités infinies. Et c'est donc là, maintenant, nous arrivons sur la mutation du droit. J'ai voulu utiliser cette allégorie, une redéfinition du cadre normatif actuel. Alors, en schéma, je ne suis pas très bon, comme vous pouvez le voir, mais du moins, j'ai voulu représenter cette émergence d'un cadre aujourd'hui normatif composite, même d'un droit composite. Nous l'avons dit, il existe un corps de droit international, juste ici, avec des traités de droit international public. Il existe aussi des droits nationaux, donc il y a un centre de confrontation entre ces deux normes, car certaines législations nationales vont au contraire, ou utilisent le flou juridique du droit international, et des pratiques juridiques sectorielles, nouvelles données, qu'il m'est amené d'analyser dans ma thèse. Pratiques juridiques sectorielles, j'appelle cela tous les effets juridiques produits par les acteurs privés. Il s'agit dès lors d'inverser la charge de l'étude, de ne plus partir des grands principes internationaux, mais d'établir une base sectorielle pour en ériger une nouvelle norme. Et on constate quoi ? Qu'entre les pratiques juridiques sectorielles, c'est-à-dire entre les entreprises et le droit international public, nous avons une absence de discussion bien souvent. Donc cela permet de mettre en lumière grossièrement toute la problématique qui résulte de cette présentation. Mais aussi, et là je vais vous surprendre, le contrat, vous en signez tous les jours, même sans le savoir, et si vous êtes utilisateur de Starlink. Je ne sais pas si certains savent ce que c'est Starlink. Starlink, vous savez, c'est cette possibilité de vous connecter à Internet par satellite avec plein de petits points blancs qu'il y a dans le ciel, plein de satellites. J'imagine que vous avez déjà vu ça. C'est cette société développée par Elon Musk, Starlink, donc, qui prévoit, dans le futur, d'avoir la possibilité de se connecter à Internet aussi sur la Lune et sur Mars. Les juristes chez Starlink, je ne sais pas ce qu'ils avaient pris ce jour-là, ou si c'est quelque chose qui leur a été demandé par leur boss, qui lui, en revanche, prend des choses devant les caméras. Ils ont introduit dans leurs conditions générales un article, l'article 11. Je vais vous en faire lecture pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Ainsi, l'article 11 des conditions générales stipule un cadre de gouvernance juridique applicable, attention, tenez-vous bien, même sur Mars,
en prévoyant que tout co-contractant avec l'entreprise reconnaît la planète Mars comme une planète libre et qu'aucun gouvernement basé sur Terre n'a d'autorité ou de souveraineté sur les activités martiennes et que, attention, tout litige serait régi par des principes édictés par une future colonie martienne. Alors il va falloir m'aider. Comment je qualifie ça juridiquement? Un acte juridique? À régime exorbitant de droit commun? Je ne sais pas. Alors je vous pose vraiment la question. Si quelqu'un a la solution, qu'il vienne me voir, ça m'aiderait énormément pour la rédaction de ma thèse. Pardon? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si je vous montre ça, c'est pour vous mettre en lumière quelque chose d'autre. Eh bien, c'est que même si ces dispositions laissent à désirer, elles traduisent un fait, c'est le poids des organismes privés dans la matière juridique. Aujourd'hui, notamment par le contrat, les acteurs juridiques spatials souhaitent s'imposer en imposant un nouveau cadre normatif. Et c'est ce qui me conduit à la dernière partie de cette présentation, vers un nouveau paradigme, repenser la qualification de l'espace. Alors oui, je le sais, vous vous attendiez sûrement à ce moment, mais il ne nous a toujours pas parlé de ce que c'est vraiment juridiquement l'espace. C'est normal, j'attendais pour le dernier moment, idem pour les questions. L'espace, selon l'article 2 du traité de l'espace, est qualifié d'un res communis, c'est-à-dire d'un bien commun qui ne peut donc faire l'objet d'une acquisition par voie de souveraineté ou d'occupation par un État, comme le précise le traité. Par un État. Un État. C'est tout. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que ce traité, vétuste, ne mentionne pas les acteurs privés. Et là, c'est le rôle du juriste. C'est mon rôle de pouvoir prévoir justement, enfin mon rôle, je suis un petit peu, restons humbles, mais du moins, le rôle du juriste au sens générique, c'est de pouvoir prévoir les conséquences juridiques de tels textes internationaux et surtout de la mutation qui s'opère au sein du secteur privé et son impact sur le secteur public. Ce débat doctrinal, il n'est pas nouveau, il existe depuis que le traité existe. Simplement, tout dépend où on veut se placer. Ce sont des conceptions assez libérales qui aujourd'hui prônent, notamment avec les accords Artémis, qui envoient le principe de non-appropriation un petit peu en l'air. Donc tout dépend où vous placez sur l'échiquier juridique, mais aussi politique de la conquête de l'espace. Cela, je vous laisse seul juge. Et pour conclure, je me permettrai d'emprunter à quelqu'un qui n'est pas très loin, Monsieur Blaise Pascal, une formule: si le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, et là je la modifie, le juriste, quant à lui, n'est pas en reste et se voit même confié d'une mission essentielle. Éclaircir l'horizon pour mieux penser cet espace international dans le but d'une sécurité juridique accrue quant aux activités qui s'y trouvent, entrevoir de nouveaux applicatifs, prévoir une nouvelle régulation des marchés, prévoir des considérations, des éléments environnementaux, mais aussi et surtout, je pense le plus important, peu importe la matière étudiée, satisfaire notre curiosité humaine, très propre à notre espèce. Je vous remercie. Merci beaucoup, Félix. Alors, je pense là aussi qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je t'invite à me rejoindre. Pardon. Alors, est-ce que cette présentation vous inspire des questions? Non, ça y est, vous vous endormez. Vous pouvez. Moi, j'en ai une. Vous mentionnez qu'il était important de rajouter dans le droit international les acteurs privés, maintenant. Moi, j'ai une question par rapport à la société civile. Parce qu'on a beaucoup parlé des États, la NASA, quoi, et
société privée SpaceX. Mais en fait, comme c'est un environnement de droit commun, on voit tous la Lune, on voit tous les étoiles, mais on n'a pas tous quelque chose à dire par rapport à ce qui s'y passe. Alors comment est-ce qu'on fait juridiquement, pour la justice sociale, pour redonner voix au chapitre aux gens qui ne sont pas dans le spatial? Alors, très bonne question, merci pour votre question. Le traité de l'espace, eh bien, il prévoyait aussi une autre disposition dont je ne vous en ai pas fait part, car pour moi, eh bien, c'est un principe politique et absolument pas un principe juridique. Et le juriste n'étant pas un politiste, mais bien plus au-dessus de cela. Il mentionne un fait. C'est un partage, eh bien, des ressources qui seraient extraites de la part dans le cadre de l'exploration, eh bien, spatiale. C'est bien beau. Je suis d'accord, je suis pour un monde égalitaire. Cependant, que nous montrent toutes les diverses colonisations d'absolument tout territoire? Y a-t-il un repartage des richesses? L'histoire nous montre que non. J'aimerais que l'histoire nous montre l'inverse avec cela, sauf qu'il s'avère que ce n'est pas vraiment le cas. Alors cette disposition, elle n'était pas dans le traité de l'espace de 67, mais a fait surtout partie de l'accord sur la Lune de 79, il me semble. Et ces États, ils ne l'ont pas signé. Ils l'ont encore moins ratifié, pour des raisons que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si demain les États-Unis accèdent sur n'importe quel corps céleste à des ressources qui peuvent lui permettre d'avoir un capital encore plus élevé, les États-Unis ne redistribueront pas, ne vont pas redistribuer. J'aimerais que si, mais la réalité nous impose un tout autre tableau. J'espère avoir répondu à votre question, mais rien n'existe juridiquement pour contraindre qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est le bas même du droit international. Dans tout facteur, tant qu'il n'y a pas d'élément de contrainte, les États peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors là, et c'est ce que j'essaierai de proposer dans ma thèse, c'est un élément de contrainte. Et l'élément de contrainte, il peut intervenir autrement. Il peut intervenir par le biais d'une contrainte intégrée au sein même des sociétés privées. Les contraintes peuvent être environnementales, et cela, elles existent déjà. Quand on regarde justement les mesures de mise en conformité ou de compliance, comme on appelle, qui suivent des guidelines, c'est par exemple une mesure environnementale, une rentrée dans l'espace extra-atmosphérique pour une désintégration du satellite une fois que le satellite n'est plus opérationnel. Mais bon, ça encore, c'est aussi par exemple une autre disposition, notamment qu'on l'on doit à l'Union européenne qui la prévoit. À voir donc le futur du droit de l'espace et comment il se développe. Alors, moi, la question de Louise m'évoque beaucoup plus simplement, depuis la Terre, le moment où, lors du déploiement des satellites de Starlink, c'était il y a quelques années, et les astronomes étaient très gênés pour observer le ciel, en disant, oh là, on voit ces traînées, là, on ne voit plus rien. Là non plus, ils n'ont rien à dire, quoi. Non. Non, mais plus simplement... non, c'est pas simple. Alors en effet, oui, qui va contraindre Elon Musk, par exemple, de mettre un film sur ses panneaux solaires? Alors, fort heureusement, il l'a fait de par son propre chef, de façon assez nuancée tout de même. Il y a par exemple un recalibrage de l'orbite qui a eu lieu, mais aussi la production d'un nouveau système de panneaux solaires sur les satellites Starlink qui permettent de moins réfléchir la lumière, notamment pour les astronomes. Donc là, il y a eu un effort de la part de l'entreprise pour le faire. Après, j'en reviens exactement à la même chose, c'est sur la contrainte. Une autre question peut-être. Merci pour votre présentation déjà. Et j'avais une question concernant donc la problématique d'appropriation d'une ressource par un acteur privé. Est-ce que cette problématique existe aussi sur Terre? Admettons, je ne sais pas, je fais partie d'une entreprise qui est là pour de la prospection, de minerai ou j'en sais rien. On se balade en Arctique ou en Antarctique, on trouve un caillou ou un iceberg qui n'a jamais été reconnu par qui que ce soit. Est-ce qu'on a le droit de l'exploiter ou est-ce qu'il appartient finalement à quelqu'un, quoi?
Alors, très bonne question. Alors, vous m'avez mis une difficulté car vous avez cité l'Antarctique au hasard. Sauf que l'Antarctique a un régime sui generis. C'est-à-dire, c'est un régime qui a son propre régime, qui est autonome d'absolument tout autre régime sur la Terre. Alors, vous me complexifiez la tâche, surtout que le régime de l'Antarctique, je ne le connais pas. En revanche, je vous donnerai rendez-vous dans 3 ans, une fois que j'aurai soutenu ma thèse, pour avoir cette réponse. Mais, plus sérieusement, on s'est énormément intéressé sur ce qui a pu se faire sur le statut de l'Antarctique en tant que tel au niveau du développement du droit de l'espace. Toutes ces questions d'appropriation d'une ressource sur un corps céleste, c'est le débat de tous les juristes actuels. Je prends un parti qui est ancré, qui est que selon moi, il est possible d'acquérir et d'avoir un titre de propriété sur une ressource extraite d'un corps céleste. Le corps, en tant que tel, imaginez le corps céleste, c'est-à-dire un astéroïde ou quoi que ce soit, reconnu res communis, exactement comme la haute mer ou les fonds marins. Simplement, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, les sociétés privées, elles respectaient ce res communis, ce bien commun, sauf qu'en fait, elles allaient gratter ce qu'il y a au fond, par exemple, de la mer, car il y a énormément de minerais, notamment au fond de la zone. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un régime d'appropriation de ces minerais selon des quotas spécifiques pour ces entreprises, afin que ces entreprises puissent commercialiser un minerai extrait d'un bien commun. Aujourd'hui, en tant que tel, si on fait une analogie juridique, rien ne l'interdit. En tant que tel. Alors, restreindre, oui. Interdire, pas selon moi. Car quand on interdit sans contrainte, on voit le résultat, c'est-à-dire que l'homme arrive et il prend tout. Et ça, toutes les étapes de l'histoire humaine, lorsqu'il atterrit sur un nouveau continent, sur un nouveau territoire, et qu'on lui a dit non, tu ne touches à rien, il a touché à tout. Quand on lui a dit tu peux prendre ça, il prend ça, mais il prend ça. Et selon moi, le but, c'est d'accompagner cette capacité de pouvoir utiliser des ressources. Moi, je trouve que c'est une vision un peu optimiste. Bien J'ai plutôt sûr. l'impression que les entreprises privées, elles exploitent les failles du droit et que le droit est toujours à la traîne, quand même. Hein, non? Un peu. Ça l'a toujours été. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question là-bas. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même une quantité assez importante de débris orbitaux et de pollution spatiale. Je voulais savoir si le traité de l'espace prévoit une protection contre cela ou pas. Absolument pas. Merci. On est à peu près à un peu plus d'1 million d'objets de 1 cm qui gravitent autour de la Terre. À peu près, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est 20 ou 25 000 ou 30 000 objets de plus de 10 cm. Alors oui, ça fait de la pollution qui entraîne un autre effet. C'est ce qu'on appelle l'effet Kessler, lui en revanche, c'est-à-dire qu'un objet entre en collision avec un autre objet, qui produit plein d'objets, qui entre ensuite en collision avec plein d'objets. Et ça, c'est un énorme danger. Le traité de l'espace n'en mentionne pas. En revanche, et là, on peut encore remercier l'Union européenne, c'est qu'elle a pris un petit peu le lead sur ces questions, et justement, qu'elle oblige, du fait d'une disposition, alors j'ai plus laquelle, parce que les dispositions de l'Union européenne sont très longues dans leur nom, mais du moins qui oblige tous les opérateurs de satellites basés dans l'Union européenne à désorbiter leurs propres satellites et venir se désintégrer dans l'atmosphère. Voilà. Une autre question devant. C'est là. Merci. Définir le droit, c'est une chose, et le faire respecter en est une autre. Alors justement, qui a autorité à faire respecter tous ces décrets qui ont été ratifiés ou pas, et qui est en mesure de faire payer des pénalités aux acteurs publics ou privés d'ailleurs qui feraient n'importe quoi, par exemple sur le taux de production de déchets qui n'est pas respecté selon ce qui est imposé par l'Union européenne, comme vous venez de le citer. Alors, déjà, aucun organisme international. D'accord. Pour tout ce qui est justement du traité de l'espace, etc., aucun organisme international aujourd'hui n'est en capacité de contraindre un acteur privé
ou à lui demander des dommages et intérêts. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller chercher ailleurs. En droit, une norme internationale est transposée au niveau national. Ce qui donc conduit des effets juridiques au sein même de l'État. Par exemple, je le disais tout à l'heure, un des traités internationaux concerne la Convention sur la responsabilité du fait des dommages causés par un objet en orbite. Cette convention internationale a été signée par la France. Si demain, par exemple, un satellite tombe chez vous, un morceau de satellite, j'espère, parce que sinon il n'y aura plus beaucoup de maisons. Si demain il tombe chez vous, qu'il vous cause un dommage, cette disposition a été intégrée dans le droit français. Si l'entreprise est française, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Y compris si, par exemple, deux opérateurs satellites se rencontrent, s'entrechoquent, et que, par exemple, les satellites deviennent inopérants, il y a une possibilité, même s'il s'agit par exemple de deux États qui sont signataires de cette convention, il y a une possibilité de demander des dommages et intérêts. Par contre, quid des États qui ne sont pas signataires de cette convention? Là, c'est là où le bât blesse. Et j'espère avoir répondu à votre question. Du coup, on fait comment? Quand quoi? Soit les entreprises sont d'assez bonne foi. Alors, il existe d'autres mécanismes. La question était, on fait comment quand ils n'ont pas signé? Oui, je vais très loin en plus. Et quand les États n'ont pas signé, alors il existe des mécanismes de dédommagement, on va dire, selon d'autres sources juridiques. En revanche, les mettre en place, c'est encore autre chose, et il faut aussi la bonne foi des entreprises, élément juridique à caractériser, qui est parfois difficile. Donc, j'ai peur de ne pas être très optimiste pour mes réponses, mais du moins, c'est le panorama que je vous dépeins aujourd'hui. Une dernière question? Tu veux une dernière? S'il vous plaît. J'ai une question, et je crois qu'elle est des plus sérieuses. Est-ce qu'on peut poursuivre Xavier Dupont de Ligonnès dans l'espace? Cas pratique. Xavier Dupont de Ligonnès est un Français. Les personnes qui l'auraient tué sont sa famille, sont des Français. Article 2 du traité de l'espace. Il n'y a donc pas de souveraineté étatique dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baser une compétence territoriale. Article 7 du traité de l'espace. Compétence du pavillon. C'est-à-dire que là, on peut adapter un régime de compétences personnelles. C'est-à-dire que vous, quand vous allez, par exemple, en eau territoriale, et que, par exemple, vous avez, commis un crime, la compétence du pavillon, c'est-à-dire du pavillon français, va s'appliquer, et le droit français va s'appliquer. Compétence territoriale, donc on a dit non. Compétence personnelle, on a dit oui. Mais le droit pénal n'est pas ma spécialité, mais article L113-2 ou 3 du Code pénal, dispose que la compétence personnelle active puisse constituer un mécanisme de poursuite de Xavier Dupont de Ligonnès, même s'il n'est pas sur un territoire français. Complété par l'article L113-6, compétence personnelle passive, du Code pénal, qui complète cette disposition. Cas pratique, il est possible de poursuivre Xavier Dupont de Ligonnès sur la Lune. C'est QFD. C'est quand même d'une grande complexité. Moi, j'avais juste une petite question. Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Les traités qu'on a vus tout à l'heure sur la slide, par exemple 2015, le traité américain, est-ce que c'était du coup une transposition d'un traité international? Alors, vous parlez des accords Artemis? Non, il ne s'appelait pas comme ça. Alors, mais, vous avez dit? C'était un traité américain de 2015. Alors oui, c'est une loi nationale, ce n'est pas un traité international. Hein. Donc c'est le premier... Est-ce que c'est une application d'un traité international? Du coup non, parce que j'ai dit justement que la loi interne était limite contraire au droit international. Oui, il est tard. Hein. Donc, je peux comprendre que ça soit un petit peu complexe. C'est-à-dire que, non, pour être plus précis, le Space Act de 2015 utilise en fait le flou juridique du traité international de 67 et donc autorise quelque chose. C'est très simple en droit. Ce que le droit n'interdit pas, il est possible de le faire.